Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Charles-René Kung nous apporte Bout de trait, son livre. Charles-René Kung, il est né en 1975 dans un petit village de Bafia nommé Lablé. Son cursus scolaire et académique s'est soldé à ce jour par l'obtention d'un master en éducation spécialisée, ce qui lui a permis d'entamer une recherche doctorale en tant que psychologue professionnel spécialisé en handicap mental, psychique et gérontologie. Il faut dire que sur le plan professionnel, il a été tour à tour instituteur vacataire, instituteur contractuel, professeur contractuel. Il a milité dans plusieurs mouvements de revendication des intérêts des enseignants. Il a créé avec ses camarades de lutte le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents. Après y avoir occupé au départ le poste de chargé de communication, il a été porté à la tête de ce syndicat en 2013. Lors d'un congrès électif extraordinaire durant son parcours qui a duré une décennie à la tête de ce syndicat, son équipe et lui ont remporté de nombreux avantages, sinon avancées significatives dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Charles-René Kung, bonsoir et bienvenue sur Le Point littéraire. Merci, bonsoir Jean-Jacques Foucault, merci de nous avoir conviés à ce Point littéraire, merci. Bonsoir aux auditeurs de la 88.4 FM. Merci de nous suivre. Merci surtout aux camarades, aux collègues, aux camarades du SNICOM, aux amis et autres qui nous écoutent en ce moment. Il faut dire que sur ce terrain, celui du syndicalisme, il y a très peu d'écrits. Vous avez l'impression d'être quand même l'un des piliers à avoir le courage, sinon l'audace, de parler ouvertement de ces problèmes et les avancées dans le domaine du syndicalisme en faveur des enseignants. Effectivement, avant moi, je connais juste deux camarades syndicalistes qui ont écrit des livres. Il y a le camarade Jean-Marc Bikoko qui a écrit le syndicalisme à la croisée des chemins. Il y a également le camarade Kafo Foka voilà, du SNAES, qui a également écrit beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation et même du syndicalisme. Donc, je suis un peu je suis en train de suivre les traces de ces aînés-là, voilà, qui ont essayé de tracer le chemin. Voilà. Donc, il était question pour moi d'essayer de mettre en lumière les combats que nous avons menés pour que les choses puissent un peu avancer au niveau de l'éducation de base, parce que nous avons mené véritablement de grands combats. Il fallait véritablement... Qui ont produit des fruits aussi. Voilà, tout à fait. Il fallait relayer ça pour la postérité. Mais le livre ne parle pas uniquement du syndicat. Ça parle de vous aussi. Ça parle de moi, mais mon objectif était beaucoup plus de parler de ma fonction. C'est pourquoi vous avez ce titre évocateur, Bout de craie. Bout de craie, c'est une sorte de métonymie, une figure de style qui essaye de nommer le contenant par l'un de ses contenus, la fonction enseignante. Et vous savez que l'un des éléments les plus expressifs de la fonction du métier d'enseignant, c'est la craie. Entre autres, vous avez le tableau noir, vous avez les livres, vous avez autres. Mais moi, j'ai choisi les bouts de craie. Les bouts de craie. Pour désigner la fonction enseignante et pour parler de ma vision du système éducatif camerounais. Donc, c'était beaucoup plus ça mon objectif. Mais il fallait bien que je me présente, parce que le lecteur qui va lire Bout de craie, il va se poser la question, mais à qui
qui s'adresse à moi, qui il est, à quel titre il s'adresse à moi, à quel titre il se permet de présenter sa vision à lui de l'éducation, du système éducatif camerounais qui est en décrépitude. Donc, il fallait que je parle un peu de moi, de mes combats dans le secteur éducation. C'est un peu ça le condensé. Oui. Alors, Bout de Craie, c'est aussi une façon pour vous de dire que les métiers de l'enseignement, c'est une question de vocation. D'ailleurs, vous avez cultivé cet amour dès votre temps d'enfance en regardant d'autres enseignants qui vous ont marqué et peut-être en tentant de réaliser le rêve de votre parent parce que vous étiez un projet pour lui. Effectivement, mon papa voulait que j'aille le plus loin possible avec mes études. C'est ce que j'essaye de faire actuellement, malgré qu'il ne soit plus là. Mais je sais que de là où il est très content de moi. Ma famille également. J'ai des aînés dans la famille qui m'ont encouragé après avoir... J'ai un aîné qui a lu le bouquin en 2 jours et il m'a dit qu'à peine il a commencé, il ne voulait plus s'arrêter. Il a été obligé de lire ça en 2 jours. Donc, ils m'encouragent, ils sont fiers. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, j'ai été frappé par la manière de faire de mes premiers instituteurs, les premiers instituteurs que j'ai eu à l'école primaire de Lablé. Je nommerai ici André Bédian qui est encore en vie, qui a 80. Il a le même âge que le président de la République. Je crois le président de la République est son aîné d'1 mois seulement. Il est encore en vie, il est là. Je lui fais un big up. Je rends hommage également à des gens comme les Yon Michel, les Yombo Mathieu et tous ces enseignants-là qui m'ont donné un peu la vocation dans la manipulation des bouts de craie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, peut-être ce n'est plus le même engouement? On devient peut-être instituteur, enseignant globalement, peut-être parce que c'est la seule opportunité qui se présente, pas nécessairement par vocation. Oui, les responsabilités sont partagées. Elles sont d'abord personnelles. Ceux qui veulent le matricule, on ne peut pas leur en vouloir pour cela parce que le travail est devenu très difficile dans notre pays. Toutes les portes sont quasiment fermées. Et même la porte qui était encore ouverte, grandement ouverte, au niveau du métier d'instituteur. Je me rappelle quand on a réouvert les ENIEJ en 95 et les ENIEJ en 95 et en 96, voilà, il était question on prenait tout le monde, on recrutait encore, les recrutements étaient encore bien fluides. Mais aujourd'hui, c'est devenu difficile. Vous sortez de l'ENIEJ, vous attendez des concours d'intégration. Oui, vous attendez. Parfois, vous faites des années sans avoir été admis à ces concours-là, puisqu'on sait comment ça se passe avec les influences, la corruption, le népotisme, le favoritisme et autres, le parrainage et autres. Et voilà, donc c'est devenu difficile. Si bien que les gens sont obligés de venir là juste pour chercher un matricule. Donc ça, c'est la première responsabilité des postulants. Maintenant, l'État lui-même a sa responsabilité. Et on ne peut pas en vouloir aux postulants de rechercher un matricule dans un pays où tout a été bloqué, tout a été fermé, et où il n'y a plus assez d'opportunités pour pouvoir vraiment trouver quelque chose à la fin des études des Camerounais. Vous présentez 2 tableaux, l'école avant, à vous lire c'était plus sérieux. Aujourd'hui c'est un milieu qui fait un peu peur, difficile pour les acteurs, les enseignants qui doivent évoluer malgré leur réalité très difficile, avec des enfants qui n'ont plus de respect comme cela a été le cas il y a quelques années pour leurs enseignants. Il faut vérifier s'ils... On discute un peu de sa note avec les élèves, ce qui n'était pas le cas avant. L'enseignant était craint. Qu'est-ce qui a finalement, de votre point de vue, au regard de cet environnement, qu'est-ce qui a participé ou contribué à nous donner le résultat que nous avons aujourd'hui? La société est fortement dynamique. La société évolue. Et le milieu éducatif n'évolue pas en marge de la société dans sa globalité. Donc toutes les tares
toutes les lacunes observées dans le social, dans sa globalité, impactent forcément dans l'environnement éducatif. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des élèves délinquants qui assassinent leurs enseignants. Nous avons le cas de notre collègue du lycée technique de N'Kolbison qui avait été poignardé par son élève. Nous avons bien d'autres cas. Actuellement, nous avons une collègue, Madame Agnon Aïssato, qui a été assassinée par, je ne sais pas si c'est son élève ou c'est un voyou du quartier. Et enterré. Voilà, elle a été enterrée, assassinée, enterrée, paix à leurs âmes, paix aux âmes de ses collègues disparus qui ne voulaient qu'enseigner, qui ne voulaient que transmettre le savoir. Donc, c'est devenu difficile aujourd'hui parce que la société elle-même s'est transformée à cause des influences extérieures. Vous savez, aujourd'hui, c'est chacun qui a un smartphone, c'est chacun qui a un téléphone Android et qui est exposé à la culture, aux influences culturelles qui viennent d'ailleurs et autres. Donc, tout est exagéré aujourd'hui. Les mauvaises mœurs venues d'ailleurs ont complètement dominé, envahi notre société et le milieu scolaire avec. Donc, parce que lui n'évolue pas en marge de la société. Mais j'ai toujours dit, il y a une équation personnelle au niveau de l'enseignant. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, depuis que j'enseigne, je n'ai jamais eu de problème avec mes élèves. Tout simplement parce que j'essaie de leur montrer le bien fondé de leur place là où ils sont là. Est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? Il faut déjà leur prouver pourquoi ils sont là, leur démontrer pourquoi ils sont là. Vous avez d'ailleurs dit dans votre livre que généralement en début d'année, vous signez un peu un contrat tacite, aussi bien avec les apprenants qu'avec leurs parents. Tout à fait. Il faut bel et bien signer ce contrat-là. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Et vous voyez, la plupart des cas d'hostilité, oui. Non, d'hostilité entre enseignants et élèves vient parfois des enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas réussi à imposer une certaine discipline à vos élèves, et la discipline ne s'impose pas par les paroles, mais elle s'impose par votre attitude. Vous devez rester un exemple. Vous ne devez pas vous retrouver en train de discuter des élèves avec vos propres élèves, parce que vous avez des enseignants qui partager des bières avec les élèves. Qui draguent même leurs élèves, les élèves du lycée et autres. Imposer du respect. Voilà, vous retrouvez en situation de conflit avec vos propres élèves. Il y a des enseignants qui punissent les élèves par méchanceté. Moi, j'ai toujours dit, on ne punit pas un enfant parce qu'il n'a pas compris. On ne punit pas un enfant parce qu'on a un problème à régler avec lui, ou alors parce qu'on est sorti de chez soi avec les nerfs très surchauffés. Mais on punit un enfant tout simplement parce qu'on a détecté chez cet enfant un comportement qu'il faut modifier. Et la punition vise non pas à faire du mal à l'enfant, mais à modifier le mauvais comportement qu'on a observé chez lui. Et c'est ça l'objectif qu'on doit poursuivre dans la punition. Lorsque c'est un autre objectif que vous poursuivez, vous êtes en train de créer en lui des causes d'hostilité. C'est-à-dire il va devenir hostile envers vous parce que vous ne lui avez pas montré l'objectif pour lequel vous le punissez. Et il faut que ça soit une punition juste, oui, et que vous le lui disiez. En le punissant, vous lui dites simplement que c'est parce que vous avez commis tel écart. Je voudrais que tu modifies ce comportement. Et lorsque votre punition n'a pas réussi à modifier le comportement, vous changez en adoptant un autre type de punition, parce que toutes les punitions ne vont pas avec toutes les personnalités de vos apprenants. Oui, d'où l'étude psychologique de ces élèves, de ces enfants. Effectivement, c'est pour ça que nous apprenons bel et bien la psychologie à l'école. Alors, sorti de l'école de formation, vous nous faites savoir que les enseignants, les jeunes et instituteurs ne sont pas toujours préparés ou ne devraient pas tout de suite être jetés on va dire, sur le terrain en pâture, parce qu'il y a des réalités du terrain et devraient être accompagnés par les aînés. Tout à fait. Je suis actuellement... j'encadre les élèves maîtres, c'est-à-dire ceux qui sortent des ENIEJ.
Et le constat qui est fait très souvent, c'est qu'ils ne sont pas encore très aptes. Parce qu'ils viennent faire des stages d'imprégnation. Des stages d'imprégnation et autres. Donc, lorsqu'ils arrivent, on sent qu'ils ont beaucoup de lacunes. Parce que les cours théoriques qu'ils apprennent à l'école sont autres, sont très différents de ce qu'ils vont devoir venir enseigner. Et je leur dis toujours, vous devez vous approprier d'abord les connaissances avant de les dispenser, de les transmettre, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, pour connaître le calcul du périmètre du carré, ce n'est pas à l'ENIEJ qu'on vous apprend. Pour connaître le calcul du volume d'un solide, ce n'est pas à l'ENIEJ que vous irez apprendre. Donc, lorsque vous arrivez sur le terrain, vous avez des cours tels que la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et autres, des cours de sciences, des cours sur les techniques agro-pastorales, les techniques d'amélioration de la production agricole. C'est sur le terrain que vous venez apprendre ces choses et non à l'ENIEJ. Donc, vous comprenez clairement que vous avez besoin de quelqu'un qui maîtrise déjà ces choses. Qui va vous tenir la main. Qui va vous tenir la main. C'est pour ça que je dis toujours, lorsque le jeune enseignant sort de l'ENIEJ ou de l'ENIET, il faut qu'il soit véritablement encadré par quelqu'un qui s'y connaît, qui est déjà là dans le métier depuis des années. Alors là-dedans, vous proposez aussi des méthodes appropriées. Vous faites savoir que quelquefois, il faut même réexpliquer des leçons au cas où on a détecté pourquoi les enfants n'avaient pas compris. Et toujours à l'intérieur de votre ouvrage, on peut se rendre compte que là, ce n'est pas toujours évident. Mais la question que je m'en vais vous poser tout de suite, c'est lorsque vous décriez ou parlez de la question des instituteurs vacataires, les instituteurs contractuels, alors est-ce que finalement aujourd'hui vous avez l'impression au regard du combat que vous avez mené qu'on a véritablement avancé en ce qui concerne les conditions, dans la mesure où l'actualité du moment permet de comprendre qu'il y a beaucoup de grogne dans le secteur de l'éducation? Eh bien, vous faites bien de poser la question. C'est effectivement l'actualité ambiante avec le mouvement OTS qui a débuté depuis le 4 septembre et qui a été rejoint par les syndicats des enseignants, même si cela a créé des remous au niveau de ceux qui sont les tenants de ce mouvement, parce qu'ils se plaignent du fait que les syndicats veulent leur ravir la vedette. Les syndicats sont instrumentalisés par le gouvernement et autres. Non, les syndicats viennent tout simplement rehausser, booster la revendication, mettre plus de pression pour que les problèmes des enseignants puissent trouver des solutions. Vous avez parlé des combats que nous avons menés et bien entendu, nous sommes partis d'instituteurs vacataires qui gagnaient 37 000 francs avant et les 37 000 francs ont évolué à 55 000 francs par mois. Et cette paye-là, parce qu'on ne va pas véritablement appeler ça salaire, cette paye-là venait 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois... les responsables d'établissement qui n'étaient pas toujours totalement d'accord pour payer les dites sommes. Non, ce n'est pas les responsables, c'était les délégués départementaux et régionaux qui payaient les vacataires à l'époque. Donc, l'argent ne venait pas à chaque fin de mois. Donc, vous pouviez passer 2, 3, 4 mois sans salaire. Et imaginez ce que ça crée comme conséquence. Donc, on est passé du statut de vacataire et après beaucoup de combats menés par les instituteurs vacataires au sein d'un mouvement à l'époque qu'on a appelé le CONIVAC. Alors, ils sont passés d'instituteurs vacataires à instituteurs contractuels. Un nouveau statut qui était un peu plus amélioré. Mais amélioré parce que les instituteurs vacataires, eux, ils avaient 10 mois sur 12, un salaire de 10 mois sur 12, qui n'était d'ailleurs pas régulier. Maintenant, les instituteurs contractuels avaient maintenant 12 sur 12 avec un matricule. Mais le problème, c'est que chez eux, ils n'étaient pas fonctionnaires. Bon, vous aviez dans l'autre catégorie les instituteurs fonctionnaires donc vous vous retrouviez avec 3 statuts. Dans une même école, vous avez trois types d'enseignants. Les instituteurs vacataires, les instituteurs contractuels
et les instituteurs fonctionnaires qui faisaient le même travail, qui avaient les mêmes diplômes. Mais n'avaient pas le même traitement. Voilà, qui n'avaient pas le même traitement. Et c'est ce à quoi nous sommes battus pour essayer de passer d'un statut à un autre. Aujourd'hui, moi, j'ai été instituteur vacataire, instituteur contractuel, professeur contractuel. Et aujourd'hui, je suis professeur adjoint des ENIEJ. Donc, vous voyez que c'est un long parcours qui a été jonché de grandes batailles, de grandes luttes. J'ai même expliqué là plusieurs fois, nous avons été arrêtés et mis en cellule. Tout à fait. Brutalisés. Voilà, nous avons été brutalisés plusieurs fois par ceux-là qui étaient nos propres élèves. Parce que quand on les regardait, ils étaient très jeunes. Les jeunes policiers du commissariat central numéro 1 ici à Yaoundé. Ils nous ont brutalisés, ils nous ont mis en cellule et ils nous ont relâchés. Nous avons passé des moments terribles dans ces cellules très très puantes avec des bandits, des vrais bandits. Vous vous imaginez des enseignants entassés, dormant à même le sol dans une cellule puante où des gens font leurs besoins là, au vu et au soulage. Alors, voilà, et c'est finalement aujourd'hui en 2023 on va se dire qu'on a véritablement évolué parce que ça fait depuis plusieurs années ceux qui sortent de l'ENIEJ ne sont pas intégrés directement. Vous avez parlé d'une certaine réforme globale au niveau de l'enseignement ou alors la formation des enseignants. Qu'on puisse trouver une seule école où on pourra avoir une branche qui forme ceux du primaire, plus tard ceux du secondaire, c'est également des écoles techniques. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous pensez que c'est la voie à suivre? Bien, les problèmes des enseignants c'est comme un serpent de mer. Hein. Vous résolvez certains, mais d'autres surgissent. C'est comme vous avez, à l'époque, en 96, quand on recrutait encore les vacataires, on avait encore besoin de la main d'œuvre. On avait encore besoin, l'État recrutait encore les instituteurs aux sorties des ENIEJ. Mais aujourd'hui, nous, on s'est battu pour que ceux qui ont été formés dans les années 95-96, qui ont été recrutés comme vacataires, comme contractuels, soient aujourd'hui des fonctionnaires. Grâce à nos combats, on a pu intégrer comme fonctionnaires aujourd'hui les IC0, IC1, IC2, IC3, IC4, IC 25 000. IC, c'est instituteur contractuel. Oui. Voilà, donc pour donner un peu l'abréviation. Voilà, donc nous, on s'est battu pour que ces vagues-là puissent être intégrées comme fonctionnaires. On s'est battu pour que ceux qui sortaient des ENIEJ et des ENIET puissent aussi être recrutés. Mais plus on se battait, plus ceux qui étaient formés en redemandaient. Donc, ils sont plus de 50 000 aujourd'hui. Oui. On lance un petit concours de 3 000 places. Vous avez près de 40 000 postulants. Donc, c'est devenu difficile aujourd'hui. Mais maintenant, le problème, pour coller à l'actualité aujourd'hui, les problèmes que les enseignants aujourd'hui, c'est des nouveaux problèmes liés à la prise en charge. Lorsqu'on vous intègre comme fonctionnaire, la prise en charge est difficile. Vous passez 2, 3, 4, 5 ans sans salaire. Lorsqu'on vous contractualise, même vous passez le même temps sans salaire. Il y a des problèmes d'avancement. On sait qu'un fonctionnaire avance chaque 2 ans. Mais tout ça n'est pas automatisé. C'est bien qu'on accumule des avancements. Les gens passent 10 ans, 20 ans sans avancement. Oui. Donc, vous comprenez qu'il y a de nouveaux problèmes qui se posent et qui nécessitent véritablement de grosses réformes structurelles. Et c'est pour ça que les syndicats aujourd'hui demandent non seulement l'apurement de la dette que l'État a envers les enseignants, mais aussi la convocation d'un forum national de l'éducation pour s'asseoir et essayer de résoudre les problèmes structurels de l'éducation. Alors, Charles René Koung, le livre est sorti, il est à la portée de Monsieur Tout le Monde. Vous parlez de vous, votre très bonne connaissance, on va dire, de vos racines, mais également il y a la passion de faire un métier qu'on aime en réalité et qu'on exerce bien avec beaucoup de discipline personnelle, et on réussit à transmettre cela aux plus jeunes. Mais il y a aussi les combats des instituteurs. Est-ce qu'on va se dire finalement, garder espoir, le meilleur est à venir?
Bien entendu, il faut toujours garder la foi, garder espoir. Si on n'a pas d'espoir, on est mort. C'est l'espoir qui fait vivre. Moi, je dirais tout simplement, c'est un livre qu'il faut déguster. Beaucoup de Camerounais, beaucoup de collègues qui l'ont lu m'ont félicité. Ils m'ont dit, voilà, tu as véritablement fait quelque chose de très, très... incroyable parce que déjà ils n'étaient pas habitués à voir des instituteurs écrire des livres. Bien écrire. Donc j'ai des bons rapports qui me viennent. J'ai cité là jusqu'à la 13e génération de mon père jusqu'à l'ancêtre même de notre tribu, le créateur de notre tribu qui s'appelle Nkpak. Donc je suis Bafia. Donc notre ancêtre, le premier ancêtre des Bafia s'appelait Nkpak. Donc j'ai remonté jusqu'à lui. Et ça a été de longues recherches que j'ai pu mener auprès des aînés dans mon village. C'est des choses qu'il faut découvrir là. Et comme je le disais tout à l'heure, le préfacier de mon ouvrage, le professeur Mono Njana, il a été très surpris de voir que je connais jusqu'à la 13e génération. Alors que lui, il m'a confessé qu'il ne maîtrise pas la 3e génération. Alors, on va laisser les autres mystères. Lorsque les lecteurs vont avoir le livre, ils auront à mieux comprendre ce que vous tentez de dire. Le livre est disponible un peu partout, on espère. Oui, la librairie Peuple Noir ici à la Montée est signée. Vous pouvez aussi la voir dans les éditions Ifriqiya en allant sur la nouvelle route Col du Son. Voilà. Vous pouvez également l'obtenir chez l'auteur lui-même avec la possibilité d'une dédicace personnelle. Donc, le livre est disponible au prix de 5 000 francs. Et nous aurons une séance dédicace le 1er octobre. Le 1er octobre. Oui, ici à Mvogada. Le 1er octobre à la CSP Mvogada, chez le camarade Jean-Marc Bikoko. C'est la maison des syndicats là-bas. Le lieu a été bien choisi. Donc, les autres mystères du livre, vous allez les découvrir. La passion pour le métier, ma vision de l'éducation, du système éducatif camerounais, les combats que j'ai menés sur le plan syndical et bien entendu ma généalogie parce qu'il fallait connaître l'homme. Merci bien Charles René Kong d'être passé à la radio et d'avoir parlé avec nous. Échangez surtout autour de votre livre. Merci Jean-Jacques, merci, c'est moi qui te remercie. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Nous espérons que nous pourrons véritablement permettre à ceux-là qui se procureront le livre de pouvoir être véritablement étayés, de pouvoir trouver des intérêts, beaucoup d'intérêts à lire ce livre.